Bonjour, c'est encore Claire-Lise. Nous sommes sur le cinquième audio sur le couple et aujourd'hui je vais faire l'apologie de la différence sexuelle en lien avec ce que nous disent les neurosciences. Aujourd'hui nous sommes dans un mouvement actuel de l'ère du non-genre, le non-genré, vous savez. Et l'idéologie sociétale nous dit que finalement l'être humain choisit son sexe. C'est une question de décision, de choix, et non pas de nature. Et donc si on choisit d'être une femme alors qu'on a un corps d'homme, on peut sous certaines conditions, avoir des opérations pour finalement mutiler notre corps et nous faire avoir un aspect plus de femme. Bon. Et il est un petit peu comme ça dans un mouvement, dans un esprit un petit peu, j'allais dire, philosophique, psychologique, bien de dire petit à petit qu'on efface les différences et que les femmes et les hommes sont finalement assez pareils. On arrive dans quelque chose d'un peu où on prendrait l'androgénie. Je reviendrai dans des audios bonus sur le sujet de l'homosexualité, du transgenre, avec mon regard qui m'est propre versus équilibre masculin-féminin. Bon, ça sera des audios bonus parce que je crois qu'il est important qu'on puisse en parler et se donner la liberté de communiquer là-dessus. Mais là, mon objectif ici, c'est pas de parler de ça, c'est en lien avec la médecine de juillet, c'est finalement dans le couple sacré, dans la sexualité sacrée, dans la notion de la famille, si on revient à ce que nous dit la nature des choses, comment on a été conçu, comment on a été créé, qu'est-ce que nous dit le sacré dans la matière, finalement, pourquoi on a comme ça des corps différents. Et je voulais passer un petit moment avec vous pour finalement écouter et finalement peut-être célébrer cette différence qu'il y a dans nos corps. Alors, de quel espace je parle? J'ai d'abord été infirmière pendant 15 ans. Donc je connais un petit peu la neuroscience. Et puis, eh bien, je suis psychosomatothérapeute et thérapeute sexo-conjugothérapeute. Et donc, lors de mes différentes formations, on a abordé ces sujets plusieurs fois. Et j'ai souvent observé au cabinet et dans ma vie personnelle combien notre biologie orientait totalement notre vie. En tant que psychosomatothérapeute, c'est mettre le corps au centre du débat quand il y a une maladie et essayer de comprendre le lien qu'il y a entre le soma, le corps, et la psychologie. Et par ce travail où on écoute beaucoup l'intelligence du corps et comment le corps fonctionne, on comprend que finalement, quand on met le corps au centre des débats, que tout passe à travers notre corps et que notre vie est totalement, tout le temps filtrée par nos sensations, nos émotions, la réaction de notre corps et l'intelligence de notre corps. Et notre corps est rempli d'intelligence qui dépasse totalement notre rationalité, notre psychologie. Et quand on va s'intéresser, entre autres, à l'intelligence du corps et entre autres à la neuroscience, eh bien, on comprend mieux comment on fonctionne et on lutte moins contre nous-mêmes. Alors, il me paraissait important, dans un moment où il y a une montée d'idéologie, il me semble, sur la notion du genre, de remettre un peu la science au centre du débat, parce que c'est comme si aujourd'hui la science se trouvait un peu comme pris en otage par cette idéologie. Alors c'est assez étrange, cette prise en otage, d'autant plus que pour les scientifiques, les choses se passent complètement de manière opposée.
depuis les années 2000 à peu près, les scientifiques ont l'obligation, quand ils publient un article, de mettre 2 colonnes, une colonne pour les hommes et une colonne pour les femmes, pour distinguer dans leur étude les hommes et les femmes, parce qu'ils ont observé que les hommes et les femmes étaient vraiment différents et qu'il était important de les observer de manière différente pour justement pouvoir les soigner au mieux les hommes et soigner au mieux les femmes, et que ça ne se soignait pas pareil, parce que leur corps est différent et la façon de réagir à certaines pathologies ou médicaments ou techniques de soins est différente. Donc petit à petit, les scientifiques, eux, ils ont fait l'effort inverse, ils sont allés dans vraiment faire l'apologie de la différence et observer, et de plus en plus, ils découvrent cette incroyable différence qu'il y a entre le corps d'une femme et le corps d'un homme, et finalement, quelle différence ça fait dans nos vies. Alors, comme peut-être vous le savez ou je vous le rappelle, tout vient d'un petit chromosome qui s'appelle le chromosome Y. Nous avons, les femmes et les hommes, les mêmes chromosomes, le même nombre de chromosomes, les mêmes chromosomes, sauf que les hommes ont un XY, le chromosome qui encode la sexualité. Lui, il a le XY et la femme a le XX. Et ça va faire toute la différence. Alors, comment ça se passe? Ce petit chromosome Y, il ne faut pas que je dise petit, ça risque de vexer les hommes, le grand beau chromosome Y que les hommes ont dans leur système génétique, et bien en fait, on va le retrouver dans toutes les cellules. Qu'est-ce que c'est qu'un chromosome? Eh bien, c'est ce qui commande les cellules à l'intérieur d'elles-mêmes. Les chromosomes sont faits de gènes qui, au lieu d'être comme ça en vrac dans la cellule, ils sont tous rassemblés en petits cordons, les uns au bout des autres, en petites chaînes. Et ces petits cordons de gènes, ça va faire des chromosomes, et on a comme ça 23 paires de chromosomes dans toutes nos cellules. Et parmi ces 23 paires, il y en a 22 qui ne sont pas liées au sexe, et la dernière est liée au sexe. Et on va retrouver tous ces petits chromosomes dans toutes nos cellules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme qui a le chromosome sexuel Y, il va l'avoir dans toutes ses cellules. Et les chromosomes, c'est ce qui commande les cellules d'être. Alors, on va essayer de regarder un petit peu ce que nous dit la neuroscience sur comment fonctionne ce chromosome Y. Bien, ils nous disent que c'est comme une spécialisation, c'est-à-dire que le Y, il dit tout est pareil, sauf que ça, on va spécialiser, et ça va être la spécialisation de la masculinité. Hein? Donc, la personne qui a un chromosome Y, elle est spécialisée pour être masculine. Et ce chromosome, il se passe de père en fils depuis des générations. Donc, c'est pas passé par la mère, c'est passé par le père. Et ce chromosome Y, il sert aussi bien pour l'œil, pour le cœur, pour les poumons, pour finalement tous les organes et les cellules, aussi bien que pour l'organe sexuel. Et puis, la neuroscience nous explique aujourd'hui que finalement, les chromosomes sexuels, non seulement ils encodent pour les hormones sexuelles et pour les organes sexuels, mais ils agissent dans toutes les cellules comme des chefs de chantier. On appelle ça agir par délégation. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils font eux-mêmes, mais il y a des choses qu'ils vont déléguer aux autres gènes de faire pour eux dans la cellule. Et ils ont observé que finalement, dans une cellule de poumon ou de cerveau, il y a toujours un grand nombre de chromosomes qui en fait obéissent aux chromosomes sexuels, en plus de ce pourquoi ils sont faits, ils encodent. Et c'est ce qui explique vraiment toute la différence qu'il y a entre un homme et une femme, par exemple par rapport à notre peau, nos cheveux, notre voix, etc. Mais ils se sont aperçus aussi qu'au niveau de la neurologie, tout le système nerveux était impacté par l'influence des gènes sexuels,
et que par exemple notre façon de penser n'était pas du tout la même en fonction d'un homme, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Et tout ça, c'est créé par le chromosome Y qui va générer une façon de penser, de voir le monde tout à fait différemment que les personnes qui ont un chromosome X, c'est-à-dire les femmes. Donc on a tous les mêmes cellules et on a tous les mêmes chromosomes, sauf qu'on a un chromosome X et Y qui n'est pas les mêmes. Mais cela va impacter toutes nos cellules en fait, et toutes nos façons d'être. Parce que, je le redis, le chromosome sexuel, il va agir par délégation et demander aux autres chromosomes qui encodent les cellules, en fonction de si il est X ou Y, il va demander d'influencer, j'ai envie de dire, de manière sexuée la cellule. Donc, ils se sont en fait aperçus que ce sont les chromosomes sexuels qui faisaient travailler tous les autres chromosomes. Ils agissaient vraiment comme des chefs d'orchestre. Donc, à partir de là, si on se base sur la science et sur la neuroscience, on ne peut pas dire que les hommes et les femmes sont pareils. C'est pas vrai, on est vraiment différents, de manière biologique. Alors, si on parle un petit peu des anomalies, ils se sont aperçus que pour qu'un homme soit, enfin une personne, un être soit orienté vers le masculin, il ne suffisait pas qu'il ait qu'un chromosome Y. Il fallait aussi qu'il ait un chromosome X. C'est parce qu'il y a le XY qu'il a les caractères du masculin. Et c'est pareil pour la femme. La femme, pour qu'elle soit orientée dans les caractères féminins, il ne suffit pas qu'elle ait un X en fait. Il faut qu'elle ait les deux X. C'est vrai qu'il existe des anomalies chromosomiques. Il y a des hommes qui n'ont pas le X, qui ont juste un Y, et des femmes qui ont un seul X. Et eh bien, on va s'apercevoir que chez les uns et les autres, ils n'ont pas les caractères féminins ou masculins qui sont fonctionnels. Et ça crée vraiment des grosses anomalies. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que pour que la femme porte les caractères du féminin, il faut qu'elle ait 2X. Et pour que l'homme porte les caractères du masculin, il faut qu'il y ait un XY. Il y a un cas particulier dans les anomalies génétiques, en tout cas dans les anomalies, je me souviens, par exemple, quand j'étais infirmière en réanimation néonatale, je me souviens qu'on avait comme ça de temps en temps des cas particuliers où il y avait des enfants qui naissaient, par exemple, avec 2X et un Y. Et le sexe n'était pas bien défini, ce n'était pas clairement un sexe d'homme. Et donc ça arrive, on estime, je crois que les chiffres, c'est à peu près 5000 cas par an de petits enfants où on ne sait pas à la naissance si ce sont des garçons ou des filles. C'est ni défini par le système génétique, enfin il y a un Y, mais il y a 2X, et c'est pas bien défini non plus par les organes sexuels. Et c'est le seul cas unique où en fait la personne, le bébé, il naît finalement asexuel, et il va y avoir un choix à faire de sexe, et ça va être un conseil qui va le faire. Donc il y a un comité d'experts qui se réunissent avec les parents, et aujourd'hui, maintenant c'est un comité national. Avant c'était un comité dans les hôpitaux, mais maintenant c'est passé national pour que ça soit vraiment fait d'une manière vraiment experte, et ils essayent en fait, en fonction de tout un tas de caractères compliqués, du corps de l'enfant, de comprendre vers où va être orienté, vers où l'enfant il aura une facilité de vie la plus facile. Il semble que son corps nous montre qu'il s'orientera plus vers être une fille ou un garçon. Et dans ce cas-là, le comité d'experts va décider si c'est un garçon ou une fille, et il y aura une chirurgie pour créer les organes sexuels qu'il faut pour l'enfant, pour qu'il ait une identité sexuelle qui lui soit donnée à sa naissance et qu'il en ait une vie facilitée. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que le sexe, c'est la personne qui le choisit. Il suffit de prendre des hormones et de faire la chirurgie et les choses vont changer. Ça, c'est du mensonge en fait. Il faut quand même qu'on prenne du recul et essayer de comprendre d'où ça vient, ce mouvement du non-genre. Ça vient des années 1960, ça vient des États-Unis.
Il y a eu tout un mouvement complexe qui est arrivé à ça. Et aujourd'hui, ça a été repris par des lobbies. Il faut comprendre que quand même, ça fait beaucoup d'argent, malgré tout. Et que il y a tout un courant, un mouvement qui est nourri par ça. Et si on prend du recul, qu'on observe ce qui se passe, on peut quand même être inquiet. Inquiet de quoi? Parce qu'on influence la psychologie et le bien-être de nos enfants en les remettant en question sur le côté naturel de leur corps, de leur identité sexuelle. Et ça a des impacts néfastes sur eux énormissimes. En leur obligeant à ne pas adopter une identité sexuelle, c'est-à-dire quand on dit il ne faut plus l'appeler il ou elle, mais c'est yel parce qu'il est indifférencié et c'est lui qui choisira son sexe, en fait, c'est nier son corps, c'est nier sa nature et c'est nier tous ses caractères et sa différence et ce qui le constitue à l'intérieur de lui-même dans tout son corps entier. C'est pas que au niveau des organes génitaux, déjà, ça c'est important, mais c'est sur tout son corps entier et c'est le nier totalement. C'est vraiment mettre le bazar entre son corps, son âme et son esprit et c'est créer des graves traumatismes psychologiques, émotionnels et sexuels et identitaires chez les personnes. Et ça, en fait, c'est un phénomène de société, c'est politique, c'est géré par des lobbies et c'est gravissime, c'est une manipulation gravissime. Et je crois qu'il est important à un moment qu'on prenne conscience de ce qu'on est en train de faire et de pourquoi on ne réagit pas pour protéger nos enfants. Donc ensuite, comme on l'a vu, hein, les gènes sexuels finalement vont orienter même toutes les cellules, le système neurologique et aussi les hormones. Quand on voit l'influence qu'a nos hormones sur tout notre corps et notre système neurologique, évidemment que quand on a de la testostérone, on ne voit pas, on ne réagit pas au monde de la même façon qu'une femme. Alors, c'est vrai que le premier caractère très différencié qui a toujours été marqué, c'est la force physique. Un homme est beaucoup plus fort physiquement qu'une femme. Et avant, ben, c'est ce qui faisait la différence, c'est-à-dire qu'il y avait des tâches pour les hommes parce qu'elles étaient plus physiques et des tâches pour les femmes parce qu'elles étaient moins physiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la modernisation et la technologie, de plus en plus, les tâches sont de moins en moins physiques parce qu'elles sont prises en charge par des machines. Et petit à petit, les métiers d'hommes sont devenus aussi possibles pour des métiers pour des femmes, en fait. Donc, il est de plus en plus difficile de distinguer les tâches pour les hommes et pour les femmes. Donc, il y a comme ça, on a comme aplani les différences et c'est aussi dû à la modernité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui sont en costume cravate derrière un ordinateur. Et c'est vrai qu'une femme peut aussi rester derrière une chaise, derrière un ordinateur sur une chaise. Donc on voit que l'évolution des tâches en fait du travail ont changé. Et ça a déjà aplani finalement une différence homme-femme liée aux tâches professionnelles. Maintenant, si on revient sur la différence qu'il y a entre les hommes et les femmes au niveau de la génétique et de la biologie, donc la première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est la différence de la vision du monde. Et ça, c'est important parce que ça va vraiment nous faire comprendre toutes nos problématiques de communication et de problématiques de couple. Finalement, en fait, ce que nous dit la neuroscience, c'est que quand on regarde un objet, eh bien, l'homme et la femme ne voient pas la même chose. En fait, ça vient du lieu dans notre cerveau où quand on analyse en fait les situations, eh bien, dans l'espace de ce lieu-là où on analyse les situations, il y a une différence. Cet espace-là est différent pour les hommes que pour les femmes au niveau du cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos neurones ne travaillent pas du tout de la même façon qu'on soit un homme ou une femme. Cet espace-là s'appelle l'amygdale cérébrale, par exemple. Quand on observe un objet, il n'y a pas que l'amygdale cérébrale. Il y a tout un tas de fonctions cérébrales qui vont se mettre en route et l'homme ne verra pas la même chose qu'une femme. Voilà, c'est comme ça.
au niveau émotionnel. Donc l'amygdale cérébrale, c'est c'est le centre, le cœur du cerveau émotionnel. On va observer une grande différence de l'amygdale cérébrale chez l'homme que chez la femme. Chez la femme, elle est beaucoup plus développée et chez l'homme, beaucoup moins. Et en plus, on ne va pas trouver les mêmes grosseurs de l'amygdale cérébrale, cerveau gauche, cerveau droite, chez un homme et chez une femme. Donc, ça fonctionne pas du tout pareil, en fait. Et l'amygdale cérébrale, c'est le cerveau émotionnel et c'est elle qui gère nos émotions. Donc, elle va gérer la communication entre notre partie émotionnelle et notre partie rationnelle. Et cette même communication n'est pas la même chez les hommes et chez les femmes. Nous, les femmes, parce qu'on a une grosse amygdale, on va dire, eh bien, on vit au quotidien les dimensions émotionnelles et rationnelles, toutes les deux présentement en même temps. Donc, quand, par exemple, on a une décision à prendre, pour nous, c'est très naturel d'observer la situation et de manière rationnelle et de manière émotionnelle et de tout considérer en même temps. Alors que l'homme, comme il a une amygdale cérébrale très petite, il va cloisonner grâce à sa biologie, il va cloisonner pour pouvoir se concentrer. Et donc, quand il est dans le rationnel, dans la concentration, eh bien, il oublie l'émotionnel. Ça ne fait plus partie de son univers parce qu'au niveau neurologique, c'est plus activé, c'est plus là. Et ça, chez l'homme, c'est à la fois gouverné par la génétique qui encode son cerveau, son système neurologique comme ça, mais c'est aussi gouverné par son système hormonal, dont la testostérone, qui est une hormone qui va l'aider à relever des défis. Et donc, quand il a un défi à relever, la testostérone va arriver et va bloquer la communication entre l'émotionnel et le rationnel, parce que quand il a un défi à relever, il ne faut pas qu'il soit dans l'émotionnel, il ne faut pas qu'il soit dans le stress, la peur, la colère, je ne sais pas quoi, il faut qu'il soit dans le rationnel, qu'il soit stratégique, qu'il garde la tête froide. Et la testostérone, elle vient bloquer la partie émotionnelle. Et donc, quand on observe une situation entre un homme et une femme, l'homme, si on lui demande d'analyser une situation, il aura tendance à l'analyser de manière très rationnelle, de manière très cloisonnée dans sa façon de réfléchir, alors que la femme, elle va l'analyser de manière globale, systémique, à la fois rationnelle et émotionnelle, mais surtout de manière unifiée. Et ce qui fait toute notre différence et toute notre difficulté de communication. Alors, donc, on a vu qu'il y avait le côté génétique, qu'il y avait finalement le côté biologique qui est lié entre autres aux hormones et aux cellules, comment elles sont organisées et dirigées par les organes sexuels. Et puis aussi, on observe le côté un petit peu environnemental, sociétal. Finalement, c'est ce qu'on peut appeler aussi notre éducation. C'est-à-dire que, par exemple, si on reprend l'exemple de la testostérone, dans une culture, on va dire, où le monde est un peu machiste, la testostérone, on observe que la testostérone pousse à l'agression. Le côté machiste pousse à l'extrême le masculin et la testostérone va pousser à l'agression dans l'action. Donc, si l'homme est devant un défi, il va agresser parce qu'il est dans une culture machiste, par exemple une culture de guerre. Et les scientifiques ont observé qu'au contraire, si l'homme est dans un milieu où ce qui compte, c'est le bien commun, eh bien sa testostérone va le rendre plus généreux et donc va le faire mettre au service de la société. Et donc, finalement, on observe que l'environnement sociétal va incliner l'hormone à faire des actions tout à fait différentes. D'où l'importance aussi de l'éducation, l'importance que les hommes éduquent leurs petits garçons à être des hommes, mais que les femmes éduquent aussi leurs petits garçons à un côté un peu féminin pour finalement harmoniser le masculin et le féminin chez nos enfants. Finalement, on va aider nos petits garçons à développer les vertus
de ses gènes et de sa biologie, tout en lui opposant aussi les vertus des forces complémentaires pour lui aider à réguler en lui-même cette puissance qu'il a en lui. Voilà ce que j'avais envie de vous dire par cet audio pour susciter un petit peu de réflexion en nous sur tout ce débat de non-genre. Par exemple, il ne faut plus donner des poupées aux filles. Bon, ok, on entend d'où ça vient, on entend de quoi ça parle, mais il faut aussi faire attention à comment on éduque nos enfants et comment on pourrait mal influencer la force de leur corps, leur qualité biologique, et mettre un peu de zizanie en eux par idéologie. Et on pourrait vraiment faire beaucoup de mal à toute une génération. Et attention, parce que cette génération-là, c'est l'avenir. Eux-mêmes, ils seront les parents des futurs enfants. Donc, on peut faire une grosse bascule qui peut être délétère. Voilà, donc j'avais envie de poser ma parole ici. Voilà, et voir si comment ça vous parle. Et je vais finir cet audio par vous parler finalement de qu'est-ce que ça fait dans nos couples, cette différence homme-femme, neurologique, biologique, hormonale, génétique. Eh bien, ça fait tout simplement ce qu'on vit tout le temps. Ça régit notre vie, c'est le soutien de notre vie, c'est le support de notre vie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc finalement, vous, mesdames, ce que vous vivez dans votre couple est tout à fait différent de ce que vit votre homme. Et vous, messieurs, ce que vous vivez dans votre couple est tout à fait différent de ce que vit votre femme. Donc il y a des hormones, on dit que les femmes sont cycliques, que les hommes sont linéaires, que les femmes, de par leurs hormones féminines, elles ont des cycles, elles ont des émotions, elles ne fonctionnent pas pareil, etc. Donc, encore une fois, tout ça, maintenant, c'est connu, ça a été un petit peu mis en concept, et c'est quand même intéressant de l'intégrer, même si c'est une vérité qui n'est pas absolue et qui est juste une base de réflexion, mais si on observe comment on fonctionne, et vraiment en thérapie de couple, moi j'observe beaucoup. Alors, il y a des femmes qui sont plus masculines et des hommes plus féminins, malgré les biologies. Mais, et ça c'est dû à leur éducation, et à des choses plus complexes aussi. Et donc, vous pouvez observer dans un couple qui a la fonction masculine et qui a la fonction féminine. Et on va trouver, par exemple, des femmes qui ont des taux de testostérone plus élevés que normalement, avec des ovaires polykystiques, qui, par les kystes ovariens, sécrètent beaucoup de testostérone. On va trouver des fonctionnements, du coup, cérébral beaucoup plus qui fonctionnent comme un homme, avec une déconnexion émotionnelle, une rationalisation, etc. Puis on va trouver des hommes qui sont plus émotionnels, et là, en fait, on va retrouver chez eux probablement une plasticité neuronale, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, à force d'avoir été stimulé, soit par un environnement féminin, soit peut-être c'est une qualité des gènes en fait, transmis par les ancêtres, en dehors des gènes sexuels, une qualité de caractère qui a été transmis par ces gènes, qui fait qu'il y a des hommes qui sont plus émotionnels que même leur compagne. Bon, ceci étant dit, quand moi, en thérapie de couple, je creuse, je me dis, tiens, ça c'est un homme masculin avec une femme plus un homme féminin avec une femme plus masculine. Et donc, évidemment, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui dysfonctionne dans la communication, de quoi ils parlent, quels sont leurs besoins pour arriver à les faire se comprendre. Et donc, bon, je tâtonne un petit peu, j'utilise des outils, tout ça, j'observe. Et à un moment, une fois qu'on a enlevé un peu la superficialité, j'ai envie de te dire, le côté un peu de la femme très masculine et le côté un peu féminin de l'homme, tout d'un coup, ça c'est extraordinaire, il y a un revirement de situation et l'homme revient dans son masculin et la femme revient dans son féminin. Et là, c'est extraordinaire ce qui se passe, ils ne comprennent pas. Entre autres, la femme va arriver dans ses émotions et elle ne comprend pas, elle n'a jamais d'émotion en principe. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une telle adaptation qui est souvent liée, bien sûr, à nos blessures d'enfance, voilà, on redit tout ça. Et à un moment, qu'en thérapie, on gratte, on écoute, on valide, on reformule, et puis que tout ça s'est entendu,
quand on enlève cette insécurité, cette adaptation qui a été mise par insécurité, etc., et qu'on revient au fondamental de l'être dans son être, installé dans son corps, tout d'un coup, eh ben, le naturel revient. Et là, c'est un moment un peu étrange parce que tout d'un coup, la femme, son cœur s'ouvre, elle se met à pleurer, elle va dans ses émotions. L'homme, il est un peu étonné, il n'a jamais vu sa femme comme ça, elle n'est jamais dans les émotions, etc. Et on réapprend aux femmes à retourner vers leur féminin et aux hommes à retourner vers leur masculin. Si jamais, là, dans le rééquilibrage, c'est ce qui se demande dans ces séances-là de couple. Voilà. Et donc, on va toujours essayer de ramener un équilibre masculin-féminin chez chacun, pour qu'ils puissent se rencontrer à la fois dans leurs différences, mais dans leur équilibre, pour qu'il y ait une possibilité de rencontre et de communication possible. Voilà. Donc, je sais que certaines personnes n'aiment pas du tout qu'on dise que les hommes et les femmes sont différents. Maintenant, il ne faut plus dire ça. N'aiment pas du tout qu'on caricature la différence des hommes et des femmes, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. N'aiment pas du tout qu'on dise les femmes c'est le féminin, les hommes c'est le masculin. Oui, ok, mais quand même, notre biologie fait que quand même, les hommes ont beaucoup plus de masculin et les femmes beaucoup plus de féminin, malgré tout, etc., etc. Et moi, en fait, j'aime bien revenir à ces fondamentaux, tout en sachant que c'est plus complexe, mais simplement pour simplifier, parce qu'on est tellement différents que la rencontre dans la communication, elle est parfois quasi impossible, quoi. On les voit, ils se parlent et ils se disent la même chose, mais ils s'entendent pas. Et donc, j'aime bien revenir aux fondamentaux et du coup, je vous propose cette théorie fondamentale qui a été mise sous forme de livre que tout le monde connaît, qui s'intitule « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Parce que c'est juste formidable à regarder et à chaque fois se dire mais quand même c'est vrai. Et je vous propose de regarder sur YouTube, si vous le voulez, 2 vidéos avec Paul de Wandre. Vous savez, c'est un Belge, Paul de Wandre, je ne sais pas si ça se dit comme ça, il y a un W au milieu. Ce monsieur, il a mis en théâtre le livre « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus » et il fait des pièces de théâtre depuis 20 ans là-dessus. Il fait ça dans tous les pays du monde entier. Il s'est spécialisé là-dedans. Il est vachement intéressant à regarder et à écouter parce qu'il en a fait son domaine d'expertise. Et alors, ces pièces de théâtre, elles sont toujours énormes. Bon, il reprend le livre et puis la façon dont il le met en théâtre, c'est formidable. Alors, je vous propose, voilà, une représentation qu'il avait fait il y a quelque temps, juste pour le plaisir de ressavourer cette mise en théâtralisation de nos différences et peut-être de nous rappeler encore une fois, parce qu'on oublie, on le regarde une fois, on a lu le livre une fois, puis après on a oublié. Il faut l'intégrer, il faut l'intégrer à chaque moment, se rappeler que cet homme-là, il a un regard différent du mien, que s'il n'a pas d'émotion et que je vais lui reprocher, c'est normal, etc., etc. Donc, je vous propose, avec cette écoute vraiment d'intégration, de regarder cette pièce de théâtre. Et puis, je vais vous mettre un deuxième lien où ce même monsieur, il a été interviewé par 2 jeunes filles, je trouve assez intéressant, elles font un podcast féminin et elles l'ont interrogé. Et alors, ils ont un dialogue autour de tous ces sujets-là qui finalement, on dit tous la même chose, mais je trouvais intéressant de l'écouter avec ces 2 jeunes femmes parler de tout ça. Si vous êtes intéressés, bien sûr, je vous mets les liens à la fin là, de cet audio et puis aussi dans les commentaires et dans la description sous la vidéo, vous pouvez retrouver les liens pour regarder ces 2 vidéos. Voilà, je pense que vous allez vous régaler et passer un bon moment. Voilà, et moi je vais conclure cet audio en nous disant célébrons nos différences plutôt que de les aplanir, apprenons à les apprivoiser, rencontrons-nous dans nos différences, c'est ce qui fait la beauté, la richesse de notre monde, célébrons les hommes comme ils sont plutôt que de les accuser, célébrons les femmes comme elles sont plutôt que de les stigmatiser, et puis apprenons chacun à déjà nous connaître nous-mêmes, comment nous fonctionnons,
biologiquement, émotionnellement, comment nous fonctionnons dans notre âme, dans notre esprit, pour pouvoir nous présenter à l'autre et savoir communiquer avec l'autre et apprenons à connaître l'autre et à communiquer ensemble dans nos différences et dans nos couples pour célébrer la différence. Et je crois que là, au cœur de nos différences, dans l'unité, eh bien, on est dans le couple, on est dans l'énergie de juillet, on est dans l'amour. Voilà, je vais vous faire, suite à cet audio, un dernier audio sur le couple, justement pour vous parler d'un autre référentiel qui est intéressant à connaître, c'est la différence qu'on a dans la façon d'exprimer notre amour. Ça, c'est indépendamment homme ou femme. On observe que les hommes ont plus certaines tendances et les femmes plus certaines tendances. Mais en général, nous avons tous une façon de parler l'amour qui est différent. Et c'est aussi intéressant de connaître ce concept et de l'observer dans nos vies. Donc, tout de suite, derrière cet audio, l'audio sur les 5 langages de l'amour. Et ensuite, on ira vers la famille, la sexualité, et puis ensuite le célibat, et puis il y aura encore d'autres audios, encore sur les hommes et les femmes, et puis ensuite il y aura tous les audios bonus. Merci, à bientôt. Allez, là tout de suite, je vous mets 2 ou 3 extraits des vidéos que je vous propose de regarder, dont vous aurez le lien sous la vidéo dans la description. Régalez-vous, c'est pour vous mettre l'eau à la bouche. Qui mieux que Paul de Wandre pour challenger le numéro 1 de ce podcast qu'on avait nommé « Les hommes et les femmes, sommes-nous si différents ?» Peut-être avant un petit moment thé. Un petit moment évidemment. Thé, oui. Du coup, Paul... Ah, tea time. On prend le thé parce que Feminity, on espère que vous aussi, vous avez préparé votre thé à la maison. Parce que c'est vraiment le tea time, c'est un moment convivial. Très féminin. Mais bien sûr. Oui, on est ensemble dans un canapé en buvant du thé. Voilà. En partageant nos émotions, nos ressentis. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Mais ça invite à la... Je peux être bilingue, hein. Ouais, il est vénusien. Il est vénusien. Mais on aime bien ce moment un peu régressif où, tu vois, on peut parler sans tabou, où on est entre nous et voilà, pas de langue de bois. Non, et puis c'est réconfortant, c'est réchauffant, Voilà. c'est chaleureux. Ouais, tu vois, ça fait du bien. On serre les mains. En plus, on est en hiver, il fait pas très chaud dehors. Donc on espère que vous êtes bien installés. Ouais. Comme ça, on va pouvoir Prenez rentrer aussi dans un le petit vif thé. du sujet. Ça fait 20 ans, allez, ça va faire 20 ans que tu le fais. 30 ans que le livre existe. Ouais. Oui, ça fait 30 ans que le livre existe, ça fait 20 ans que tu fais la représentation, que tu l'as fait en spectacle. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, il faut savoir que le spectacle, en fait, est un peu sous forme de... C'est comme si tu retournes un peu à l'école, quoi, parce qu'il faut comprendre les bases. Donc, c'est le professeur, un peu prof de sciences, qui vient t'expliquer les différences notables entre hommes et femmes. En fait, il vient proposer un permis de couple. Ah oui, avec les points, c'est avec vrai. les points. Avec les points comme le Très permis. souvent, on se retire des points dans son couple quand l'autre ne fait pas comme on aurait réagi, quand il laisse le panier de linge au pied de l'escalier, cet imbécile-là. Ah, ma hantise. Ça nous rend dingue. Ça vous rend dingue, mesdames. Et donc comprendre pourquoi, et parfois il peut ne pas le monter, et tout ça. Et donc, en fait, le problème n'est pas dans la différence, le problème c'est l'interprétation qu'on va donner. Et souvent, en fait, la frustration naît de l'interprétation qu'on fait de ces comportements différents. Clairement. Et donc, quand on comprend pourquoi, comment, on se dit c'est juste un mec ou c'est juste une nana, déjà ça allège un petit peu la relation et ça permet de mieux se comprendre, tout simplement. Mais ce qu'on aimait bien, Si on compare la vie à un voyage, on pourrait dire que le masculin se préoccupe de la destination et des moyens à mettre en œuvre pour y arriver dans les plus brefs délais, alors que le féminin s'intéresse au bien-être de tous pendant le trajet. Le masculin seul ne sert à rien. Quel est l'intérêt de traverser les océans les plus vastes si tout le monde quitte le navire en cours de route et qu'à l'arrivée, il n'y a plus personne avec qui célébrer la victoire? Mais le féminin seul n'est pas la solution. Être ensemble, c'est bien, mais pour faire quoi et pour aller où? Et on le voit, c'est dans un juste équilibre entre le masculin et le féminin que chacun pourra trouver son bonheur. Et on le voit. Et autant une femme fonctionne comme un jardin, autant un homme, lui, fonctionne comme un dauphin. Vous savez comment on dresse ces dauphins pour qu'ils sautent dans les cerceaux? Vous savez comment on fait? On donne du poisson. Le dauphin va sauter pour montrer comme il est grand, comme il est fort, mais aussi parce que chaque fois qu'il saute, il a du poisson.
Eh bien, mesdames, un homme, c'est exactement la même chose. Il saute, il saute, il saute, il saute. On va être ravis, mesdames, de faire tout ce que vous voulez, à partir du moment où, quand on le fait, on a du poisson. Et le poisson, c'est quoi? Non, c'est pas ce que vous pensez. Encore, vous êtes vraiment à l'esprit mal tourné. On va en parler, rassurez-vous. C'est tous ces petits mots du quotidien que vous pouvez nous dire. Oh, merci beaucoup. Oh, ça me fait tellement plaisir. Qu'est-ce que t'es fort. On l'adore, celle-là. Tu me rends tellement heureuse. Qu'est-ce que j'ai de la chance d'être avec un mec comme toi. Et mesdames, tous ces poissons-là, on n'en a jamais assez. Car autant un jardin n'est jamais entretenu une fois pour toutes, autant un dauphin, lui, n'est jamais rassasié.